Donc le paragraphe 3, en chiffre romain, comment fonctionne une pile électrochimique? Donc, pour décrire le fonctionnement d'une pile électrochimique, on prendra comme exemple la pile de Daniel, c'est la pile zinc-cuivre. Donc, K. Pile Daniel. Cuivre. C. Évidemment, ce qu'on va dire à propos du fonctionnement de la pile, elle est le même type de fonctionnement, généralement, pour les autres types de piles électrochimiques. Pour cela, on va reprendre le schéma que nous avons déjà vu dans la partie antérieure. On va refaire le schéma de circuit comprenant la pile Daniel qui est faite au laboratoire. C'est simplifié, c'est pas avec ces deux vases, l'un en terre poreux et l'autre en verre, mais on va prendre deux compartiments séparés par un pont salin. Voilà. Donc, ici, les deux reliés par un pont salin. De ce côté-là, l'électrode en zinc, en Zn, là, et de l'autre côté, l'électrode en cuivre. C'est C. Donc, à l'extérieur de la pile, on fera un conducteur ohmique de résistance R et un ampère-mètre. Nous avons pu déterminer le sens de courant et la polarité, on va revoir d'une autre manière. Donc là, les électrons quittent
tandis que le sens de courant électrique I. Là, une solution saturée gélifiée de KCl, ici. K plus Cl moins. Donc ces électrons et arrivent jusque-là. Et ces électrons naissent ici. Là, c'est une solution Zn de plus SO4 de moins. Et là, une solution de Ci de plus SO4 de moins. Donc, d'après, une fois qu'on utilise un ampèremètre ou d'une façon générale un appareil de mesure, on relie le pôle négatif, là c'est le pôle positif et là c'est le corps, c'est-à-dire la borne négative. On constate que la borne, là c'est la borne négative, et là c'est la borne positive. Donc à partir de ces constatations, on va essayer de lier la polarité, comment déterminer la polarité, soit à partir d'un appareil de mesure. Là, on peut utiliser un voltmètre aussi. Là, un voltmètre qui est en parallèle ici. Là, ça sera le corps. Et là, la borne positive. Donc ici, 3,1, comment ça fonctionne? 3,1. On parlera de réaction qui se produit au niveau des électrodes, réaction aux électrodes, et polarité de la pile. En quelque sorte, la polarité des électrodes dans ce cas-là. Donc, pratiquement dans un exercice, on vous donne des données. Par exemple, une pile bien déterminée, reliée à un appareil de mesure, soit avec un voltmètre, soit avec un ampèremètre, et on vous donne la valeur algébrique de l'intensité de courant ou la tension aux bornes ou la différence de potentiel aux bornes de la pile. Là, on utilise des appareils de mesure qui sont numériques, digitales. Et par la suite, on ne fait aucun souci pour brancher la pile à l'appareil de mesure. Et à partir de la lecture, on peut déterminer les deux cas qui se présentent.
par exemple, on branche le cône avec l'électrode en zinc. On constate l'autre électrode est reliée au pôle positif. On lit une intensité I égale à 10 mA. D'accord? Dans ce cas-là, lorsque la valeur algébrique est positive, ça veut dire l'électrode qui est reliée au cône, c'est la borne négative. Et l'électrode reliée à l'autre borne, c'est la borne positive. C'est de cette manière qu'on détermine la polarité, de même pour le voltmètre. Donc, la polarité peut être déterminée à partir des appareils de mesure, et de là, donc, on peut déterminer à partir de là des appareils de mesure. Deuxième méthode dans les exercices, on demande de déterminer la polarité à partir des réactions qui se produisent au niveau des électrodes. Donc on va commencer par réaction aux électrodes. Donc, dans ce cas-là, il nous donne l'électrode reliée qui constitue la borne négative. D'accord? La borne négative. D'abord, les réactions au niveau des électrodes s'effectuent à la surface des électrodes et non pas dans la solution. Donc, pour la borne négative, c'est d'abord, lorsqu'on dit la borne négative, c'est-à-dire la borne par laquelle entre le courant dans son sens conventionnel, c'est-à-dire que les électrons partent de cette borne. Donc on peut dire par une phrase, au niveau de la borne positive, il y a production des électrons. Borne négative, production. Production des électrons. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les électrons vont se trouver parmi les produits. Et de là, on va mettre là des électrons. Zn, donc il est obligé de passer de Zn à Zn de plus 2 électrons. Donc il y a production des électrons. Les électrons se trouvent parmi les produits. D'accord? Et on voit qu'il s'agit d'une oxydation. C'est une perte des électrons. Et on va ajouter ici l'oxydation. Nous avons 2 électrodes, on doit les différencier, c'est-à-dire chaque électrode va porter un nom. Et le nom de chaque électrode est relié à la nature de la réaction qui se produit au niveau de celle-ci. Là, c'est une oxydation. On appelle l'électrode en zinc, c'est une anode. Parce que cette réaction, cette oxydation, on va ajouter, c'est une oxydation anodique. Donc, vice-versa, si nous constatons que dans une électrode donnée, la réaction qui se produit, c'est une oxydation, alors on va dire que cette électrode-là, elle s'appelle d'abord l'anode et elle constitue la borne négative. Donc, reconnaître la borne négative, la polarité revient à connaître la réaction ici. Donc, on dira que Zn et l'anode constitue l'anode. L'électrode en zinc et l'anode. Donc, l'électrode en Zn et l'anode.
Pour la borne positive, pôle borne négatif, positif là, peut dire que le pôle positif, donc l'électrode, constitue le pôle négatif. Je vais ajouter ici, et constitue le pôle négatif. Donc, pour déterminer la polarité, le pôle négatif de la pile, il suffit de connaître la nature de la réaction qui se produit à ce niveau-là. Pour la borne négative de la positive, nous voyons ici que les électrons pénètrent, donc un gain d'électrons. Un gain d'électrons ou consommation des électrons. Et par la suite, on aura C de plus 2 électrons vont donner Cu, un dépôt métallique de cuivre. D'accord? Et là, nous voyons qu'il s'agit d'une réduction. Et elle va porter le nom de cathodique. Et par la suite, l'électrode en cuivre constitue la cathode. L'électrode en cuivre est la cathode et constitue le pôle positif. Voilà. Cette partie-là nous permet d'avoir comment peut-on déterminer la polarité des électrodes de la pile et le nom des électrodes à partir des réactions qui se produisent. Donc, si on essaie de voir maintenant l'inverse, dans certains exercices, on constate un dépôt, par exemple, pour cette pile, on constate un dépôt de cuivre au niveau de l'électrode en cuivre. Et à partir de là, on peut déterminer la nature d'abord de l'électrode et par la suite la polarité des électrodes de cette pile. Si on vous donne qu'il y a un dépôt de cuivre, ça veut dire que la réaction qui se produit ici, c'est que l'élément Cu passe de l'état ionique à l'état métallique, à l'état atomique, et par la suite, on aura Cu de plus 2 électrons dans Cu, c'est-à-dire ça représente une réduction. Et par la suite, celle-là, elle va porter le nom de la cathode, et puisqu'il se produit une réaction de réduction cathodique, ça sera le pôle positif. Donc, le pôle positif, c'est l'électrode où se produit la réduction cathodique et l'électrode est appelée cathode.
Le pôle négatif de la pile, c'est là où se produit l'oxydation anodique et l'électrode est appelé anode. D'accord? Maintenant, on passe d'après donc les réactions aux électrodes et polarités de la pile, 3-2. Mouvement des ions et rôle de Ponsala. Évidemment, là, on va mettre en évidence le rôle joué par le Ponsala et évidemment, comment s'effectue le mouvement des porteurs de charge d'une façon générale. Dans ce schéma, nous avons montré que la mobilité des électrons. Donc, mouvement des ions et rôle de Ponsala. 3-2. Mouvement des ions et rôle du Ponsala. La première des choses, c'est que d'abord, on doit admettre que les électrons ne se trouvent plus libres dans les solutions électrolytiques. C'est-à-dire, dans ce compartiment, dans la solution Zn2+, SO4 ici, jamais on trouvera des électrons, même ici. Les électrons sont les porteurs de charge qui assurent la conduction électrique dans les métaux. D'accord? Donc, au niveau de l'électrode et dans les fils de connexion, il y a des électrons. Autre partie de ce circuit, elle reste la solution de Zn2+, SO4 elle reste le Ponsala et la solution de Ce2+, SO4 Nous pouvons déterminer à partir du sens de courant. Supposons qu'on est devant ce schéma-là. Vous voyez que le courant électrique, le sens conventionnel du courant est ce sens-là. Et aussi dans ce sens-là. Et elle passe dans le Ponsala comme ça. Et comme ça. Nous savons que le courant électrique, c'est le mouvement des porteurs de charge. Je viens de dire pour les électrons dans les fils conducteurs. Les électrons dans les fils conducteurs ou dans les métaux, leur mouvement, la circulation des électrons se fait dans le sens opposé à celui du sens conventionnel du courant. Mais dans les solutions électrolytiques, qui sont des solutions qui conduisent le courant électrique, alors dans ce cas-là, le courant électrique se manifeste par une double migration des ions. Les ions plus se déplacent dans le sens conventionnel du courant électrique et les ions négatifs se déplacent dans le sens inverse du sens conventionnel du courant électrique. Donc le Ponsala, comme vous voyez, c'est un élément de circuit. D'abord, il assure la conduction électrique et la conduction électrique doit être assurée par les porteurs de charge K+, et Cl-. Donc K+, et Cl- vont assurer, et de là, on va essayer de parler du rôle du Ponsala. Donc le Ponsala, par l'intermédiaire ou par le biais de K+, et Cl-, assure la conduction dans le circuit. Ça veut dire que K+ se déplace dans ce sens-là, le sens de courant K+ dans ce sens-là, et Cl- dans le sens opposé. Voici le rôle des ions qui constituent l'électrolyte, le chlorure de potassium. Évidemment, dans d'autres piles, on trouvera un électrolyte comme
le nitrate de potassium ou autre, toujours il y aurait un ion qui est positif, un cation et un anion, et le déplacement s'effectue de la même manière. Les anions se déplacent dans le sens opposé du sens conventionnel du courant, et les cations se déplacent dans le sens conventionnel du courant électrique. Donc, dans le schéma que vous avez devant vous, le pensalin, dans les solutions, il y a à l'intérieur ici, donc le courant, il est dans ce sens-là. Et ici, ça sera, qu'est-ce qu'il va se produire à ce niveau-là? Je vais faire un zoom sur cette partie-là. D'accord? Un zoom. Et dans cette partie, on va essayer de voir ce qui se passe vraiment. D'accord? Dans cette partie, il y a Zn. Je vais faire un schéma qui est très grand. Zn. Uniquement pour voir ce qui se passe. Donc les électrons, il va donner 2 électrons. Et elle passe dans la solution ici, Zn2+. Elle sera hydratée. Donc, Zn2+, se déplace dans ce sens-là. En conformité avec un ion positif se déplace dans le sens conventionnel du courant électrique. Et là, il vient de Cl-. Avec Zn2+ et de Cl-, on constate que l'autre rôle de l'électrolyte qui est dans le pensalin, c'est d'assurer la neutralité électrique. D'accord? De même, de l'autre côté, si on fait un schéma agrandi et on essaie de comprendre avec simplicité au niveau de cette électrode, voilà le schéma. Donc ces 2 électrons viennent dans le circuit et ils vont atteindre cette partie-là. Et un ion Ce2+, là, c'est Ce2+. Donc Ce2+ se déplace. Et au niveau de l'électrode, elle va fixer, gagner 2 électrons. Et c'est pour cela qu'on dit ici, la réaction CZN donne Zn2+, plus 2 électrons. Et ici, Ce2+, plus 2 électrons. Ça donne C. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on va écrire? On va dire que le pensalin joue double rôle dans la pile. D'abord, il assure la conduction électrique par déplacement des ions, c'est-à-dire des cations et des anions qui migrent dans 2 sens opposés. Et en plus, il assure la neutralité électrique. Une petite chose, il faut remarquer d'abord, lorsqu'on parle de la neutralité électrique, l'électroneutralité, c'est-à-dire au départ, avant que la pile fonctionne, nous avons ici une solution de sulfate de zinc qui est une solution neutre. On a dissous ZnSO4 qui est solide, il va nous donner Zn2+, SO4 de moins. C'est-à-dire le nombre d'ions de Zn2+, est égal au nombre d'ions SO4 de moins.
et par la suite, on dira que la solution, il est neutre. Qu'est-ce que se produit au cours de fonctionnement de la pile? Il y a production des ions Zn2+. Et vous voyez que les ions SO4- dans les deux compartiments ne participent pas dans la réaction qui se produit au niveau de deux compartiments. Donc, au fur et à mesure que la pile débite un courant électrique, on va constater que la concentration des ions Zn2+ augmente et la concentration des ions Ce2+ diminue du fait que Ce2+ se dépose sur l'électrode. Donc, on verra une diminution de concentration de Ce2+, et par la suite, ce phénomène-là dépasse notre programme. Si on a production des ions Ce2+ avec augmente et la diminue, il va arriver un temps où la pile va cesser, de fonctionner du fait que l'équilibre entre les ions à l'intérieur, c'est là, on traite le cas simple, mais on n'entre pas dans des contraintes qui peuvent influencer. Donc pour nous, c'est obligatoire que la neutralité électrique se réalise dans les deux compartiments. Évidemment, là, les ions parviennent de Cl-, et là, K+, parce que chaque ion est déposé, se transforme en Cu, et il y a un apport de 2K+. Ici, on aura 2K+. Avec SO4-, on aura la neutralité électrique. Donc, ce qu'on vous demande, généralement, on vous demande tout simplement quel est le rôle que joue le pensalat. Et vous n'avez qu'à dire, le pensalat réalise par l'intermédiaire des cations et des anions une conduction électrique et la neutralité électrique au niveau de chaque compartiment. Donc, les anions du pensalat qui sont Cl-, dans ce cas-là, vont migrer du côté du compartiment où la concentration des ions métalliques augmente au cours de fonctionnement. Donc, les anions migrent vers le côté où la concentration des ions métalliques augmente. Et dans ce cas-là, ils vont assurer la neutralité électrique et les cations de pensalat vont migrer du côté du compartiment où la concentration des ions métalliques diminue et assure ce qu'on appelle l'électroneutralité. Toujours dans le mouvement, on va mettre une petite remarque concernant l'étude quantitative. Évidemment, là, il se produit une oxydation, vous voyez là, une oxydation anodique, c'est-à-dire au niveau de l'anode, c'est l'électrode où sa masse se voit diminuer au cours de temps. Donc on peut reconnaître la polarité et le nom de l'anode ou le nom de l'électrode à partir de la variation de sa masse. Si on vous donne que l'électrode telle diminue de masse, ça veut dire que la réaction qui se produit, c'est une oxydation anodique, et par la suite, ça sera l'anode et elle est le pôle négatif de l'électrode. De l'autre côté, nous avons une pile de telle, on constate qu'au cours de fonctionnement, la masse de l'électrode augmente, ça veut dire qu'il y a un dépôt de ce métal sur l'électrode, et par la suite, dans ce cas-là, la réaction qui se produit, c'est une réduction cathodique, et l'électrode portera le nom de cathode. Elle reste là pour mémoriser, c'est que
l'oxydation anodique, donc on associe l'anode à l'oxydation. Les deux termes commencent par une voyelle, oxydation, anode, et la réduction, c'est cathode, les deux commencent par une consonne. Donc dans la remarque, on dira que la masse de l'électrode diminue à l'anode, la masse de l'électrode diminue au cours de temps, et la concentration des ions Mn, des ions métalliques, augmente à l'anode, la masse de l'électrode diminue au cours de temps, et la concentration des ions métalliques augmente au cours de temps. Dans la même remarque, à la cathode, ici, la masse de l'électrode augmente au cours de temps et la concentration en ions métalliques diminue. Donc on passe à 3.3. Schéma conventionnel d'une pile électrochimique. 3.3. Schéma conventionnel. Schéma d'une pile. Évidemment, nous ne traitons que les piles électrochimiques d'une pile. Donc nous avons déjà vu qu'une pile est toujours formée par deux demi-piles. Dans chaque demi-pile, il y a une électrode et un couple redox. Généralement, le réducteur il est métallique et par la suite il joue le double rôle. Je viens de dire que pour une pile électrochimique, elle est toujours constituée par deux demi-piles. Chaque demi-pile, il y a une électrode et un couple redox, ox sur red, et généralement, le réducteur joue le rôle aussi de l'électrode. Mais dans certains cas, on peut utiliser une électrode inerte, soit en platine, soit en carbone graphite, afin de faire ce lien. Exemple, si nous utilisons un couple redox H3 sur H2, dans ce cas-là, ni H2 ni H3 peut assurer le lien entre le circuit et la demi-pile, et c'est pour cela qu'on utilise une électrode en platine ou une électrode en carbone graphite. Voilà, ici j'ai du carbone graphite, là c'est du carbone graphite, on peut l'utiliser comme électrode. Ça nous demande, n'est pas cher, et par la suite c'est le plus utilisé au laboratoire. Donc, schéma conventionnel, c'est le schéma. Donc il faut différencier schéma d'une pile, là où il y a, généralement on doit faire les deux compartiments, le pont salin, un voltmètre, un conducteur ohmique, un ampèremètre, ça dépend des données, et dans ces données on doit généralement, à partir de données de l'exercice, on va dire ce qu'on doit ajouter à ce schéma-là. Donc la convention, schéma conventionnel, repose sur les deux demi-piles. Et dans ces deux demi-piles, il y a un couple oxydoréducteur. Et dans ce cas-là, on peut dire qu'une pile, son schéma, d'une façon générale, c'est MA, M1, N+, et là, généralement, c'est AQ. Là, c'est le pont salin, on passe à M2, M+. Généralement, on fait le schéma. Et là, M2.
D'accord? Là, c'est le couple. Toujours, là, on doit commencer de ce côté-là par le pôle négatif. Et ici, c'est obligatoirement avoir le pôle positif. D'accord? Donc, dans ce cas-là, un 1 sera, voici la borne, le pôle négatif, on aura Zn. Donc ici, c'est moi. Zn. Donc, on passe d'un métal à une solution électrolytique. C'est pour cela qu'on fait cette barre. Là, on peut soit écrire Zn2 plus SO4 de moins. Mais généralement, on écrit que Zn2 plus. Donc, de là, les deux traits, c'est le point salin. Et on arrive ici, c'est quoi? C'est Ce2 plus SO4 de moins. Et de là, c'est Cu. Et on aura la borne positive. D'accord? Donc là, c'est le schéma conventionnel d'une pile. Faites attention, on doit avoir de ce côté-là toujours le pôle négatif. On commence vers la gauche, de là. Le pôle négatif et là, le pôle positif. Un exemple qu'on peut donner, le schéma conventionnel de la pile que je viens de donner, H2, H3+, là, avec, par exemple, un autre couple, on aura, par exemple, Zn de plus AQ, et là, on aura H3 plus AQ plus H2 gaz, et là, on aura l'électrode en platine. Du fait que le couple oxydoréducteur le réducteur n'est pas un métal, et c'est pour cela qu'on utilise l'électrode en platine. Comme on peut, au lieu de celle-là, on utilise le carbone graphite. Le carbone graphite. CC, en indice GR. Au lieu de platine, on peut mettre celui-ci. Donc, à remarquer ou à noter que la borne négative sera toujours placée à gauche. Donc, la séparation de phase, c'est par un trait. Double trait, c'est le point salin. Et si les deux constituent une seule phase, on les met ensemble. Si ils constituent deux phases différentes, on mettra un trait entre les deux. Comme ça, C2 plus Cu, un trait solide, liquide. Là, le gaz, il est barboté dans ce cas-là. Cette électrode-là, on peut la faire comme ça. Là, c'est H2. Là, c'est l'électrode en platine. Et le point salin. Là, on aura Zn. Et là, Zn de plus. Soit que, dans ce cas-là, soit que il y a un apport. Soit qu'il y a un apport de gaz, ça dépend de la réaction qui se produit. Ça dépend de la polarité, ici. Ça dépend de la polarité. Est-ce que dans la réaction, il y a consommation de H3+ pour donner H2, donc le gaz il va se dégager. Et parfois, on doit faire entrer le gaz et il va donner H3+. Donc, c'est rare qu'on vous donne un type de pile de ce genre, mais il faut bien penser, d'abord le plus important, penser d'utiliser une électrode inerte lorsque
vous constatez que le réducteur n'est pas un métal. Donc on passe maintenant à 3-4, c'est la force électromotrice d'une pile. 3, 4, la FEM d'une pile. La force électromotrice d'une pile. Donc la force électromotrice d'une pile correspond à la tension à vide. Rappelez-vous, nous l'avons déjà vu dans la séance précédente. Nous avons réalisé un circuit lorsque l'interrupteur est ouvert. Dans ce cas-là, on constate qu'il y a une force électromotrice. On mesure la force électromotrice en plaçant un voltmètre entre les deux électrodes de la pile quand aucun courant ne circule dans le circuit. Dans ce cas-là, évidemment, généralement et par construction, que le voltmètre il est caractérisé par une résistance qui est très, très faible et par la suite, la tension lue aux bornes de deux électrodes, c'est la tension, c'est la force électromotrice. S'il y a un conducteur ohmique, ça ne sera pas la force électromotrice. Et si un courant circule dans le circuit, évidemment, ce n'est pas la force électromotrice. Donc la mesure de la force électromotrice permet de trouver le sens du courant électrique, ce que nous venons de dire. Donc, à partir de la mesure, à partir de comment on a connecté l'appareil de mesure, on peut déterminer la polarité. D'accord ? Lorsqu'une pile débite un courant, la tension UPN, la tension en borne d'un générateur, le pôle positif et le pôle négatif, à ces bornes, est inférieure à sa tension à vide. C'est-à-dire, lorsque cette pile est connectée dans un circuit, et évidemment nous l'avons mentionné hier dans l'étude expérimentale, et nous avons pu constater vraiment que lorsque je ferme le circuit, la tension aux bornes, la tension donnée par le voltmètre ici, subit une chute. Et par la suite, on parle dans ce cas-là, donc, on notera d'abord la définition. La FEM, la force électromotrice d'une pile, correspond à la tension à vide. On mesure la force électromotrice en plaçant un voltmètre entre les deux électrodes de la pile quand aucun courant ne circule. Évidemment, sauf ce courant qui est très très faible, du fait que la résistance de voltmètre est très grande aussi, et par la suite, elle n'affectera pas la mesure de la FEM. Donc, lorsque la pile débite un courant électrique, la tension aux bornes UPN est égale à E moins RI. R, c'est la résistance interne. Et I, c'est l'intensité de courant qui circule dans le circuit. C'est-à-dire la pile là, la borne positive, la CP et la CN, la CI, et la tension UPN, donc là, le courant ici, là c'est UPN, c'est la convention générateur, et par la suite, l'expression, c'est E moins R. D'accord ? La tension, elle est mesurée en volts.
La résistance est en ohms et l'intensité de courant est en ampères. Une petite remarque, que cette force, là c'est la force électromotrice, force électromotrice, elle est mesurée en volts. Petit r, c'est la résistance interne de la pile, elle est mesurée en ohms, et ici l'intensité de courant qui circule dans le circuit. À noter aussi que cette force électromotrice dépend d'abord et change avec le changement de couple oxydoréducteur. Dans ce cas-là, c'est la pile Daniel, c'est 1,1 volts. Si nous utilisons la pile, le clocher, c'est 1,5. Et ça dépend du couple mis en jeu dans la constitution de cette pile. Dernier facteur qui influence cette force électromotrice, c'est la concentration des ions métalliques en solution. Si la concentration change, la force électromotrice change. Évidemment, il y a une loi, c'est la loi qui nous donne la force électromotrice en fonction de ce qu'on appelle d'abord tension électrochimique du couple. Là, ce n'est pas notre programme. Chaque couple a une potentiel d'électrodes, potentiel, plus la température évidemment et le nombre d'électrons échangés. C'est la loi de Nernst. Là, ça n'a rien à voir avec notre programme. Tout simplement, c'est une petite remarque, peut-être vous allez l'étudier par la suite dans vos études supérieures. On donne une E est égale à U0 plus RT sur NF plus le log de la concentration de T. Donc, ça ne nous intéresse plus au niveau de secondaire. Donc, le 3.5, ça sera l'état de fonctionnement, au cours de fonctionnement de la pile, comment est le système chimique? Est-ce qu'il va tendre vers l'équilibre et est-ce qu'il est hors équilibre? Donc, la pile est un système. La pile, au cours de son fonctionnement, est un système qui est hors équilibre. Tant qu'il est hors équilibre, il fonctionne. Il débite un courant électrique. Donc, vous notez, une pile est un système qui satisfait. Une pile est un système chimique qui satisfait aux critères d'évolution spontanée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on peut, à partir de l'état initial, à partir de la constante d'équilibre, on peut prévoir dans quel sens le système chimique évolue. C'est ça ce qu'on entend. Nous avons déjà parlé de évolution d'un système et le critère d'évolution. C'est à partir de quotient de réaction, la constante d'équilibre, et à partir de là, on peut dire dans quel sens le système chimique évolue. D'accord? Donc, le critère d'évolution permet de connaître le critère d'évolution permet de connaître le sens de réaction qui se déroule pour atteindre l'état d'équilibre. Et on en déduit les réactions aux électrodes qui donnent ensuite le déplacement des porteurs de charge. On va voir un exercice d'application juste un moment, c'est-à-dire on nous donne un état donné,
la concentration de M1 et de M1 et l'autre, la constante d'équilibre, et on va essayer de faire une étude qui va nous donner le sens d'évolution du système. Donc, au cours de son fonctionnement, la pile est un système chimique hors équilibre, c'est-à-dire, lorsqu'on commence avec une pile ou dans n'importe quel état, la pile, elle est toujours hors d'équilibre. Et le fonctionnement de la pile, c'est justement, c'est chercher à atteindre l'équilibre. Dans cette évolution vers l'équilibre, c'est qu'il débite un courant électrique et ça fonctionne. Donc, au cours de son fonctionnement, la pile est un système chimique hors équilibre. Parmi les questions qu'on peut vous donner, de choix multiples, la pile, au cours de fonctionnement, elle est en équilibre. C'est faux. Donc, la pile, durant son fonctionnement, elle est hors équilibre. Donc, l'avancement X de la réaction augmente et le quotient de réaction Q varie. Donc, généralement, dans chaque évolution d'un système chimique, toujours l'avancement, elle augmente, elle part de 0, elle va atteindre X final. Et le quotient de réaction varie. La pile débite alors des électrons et l'intensité de courant débité n'est plus nulle. Donc, il y a un fonctionnement, il y a un transfert d'électrons et par la suite, le courant n'est pas nul. La pile tend alors vers un état d'équilibre où le quotient de réaction est égal à la constante d'équilibre. Lorsqu'elle est atteint cet état d'équilibre, on dira que la pile est usée. Pile usée. العمود قد استهلك كليا. À cet instant, l'avancement vaut X, équilibre, et l'intensité de courant électrique à l'équilibre est nulle. Et la tension de la pile tend vers 0 aussi. Donc la FEM, aussi la force électromotrice, va tendre vers la valeur 0. Voilà, on prendra un exemple. Pour finir, c'est exemple d'application, la pile cuivre-argent. On va essayer d'appliquer ces... Donc, ces trois-ci, qu'est-ce que... Oui, nous n'avons pas noté le titre, c'était 3-5. La pile en fonctionnement est un système hors équilibre. La pile, c'était 3-5. La pile est hors équilibre lors de son fonctionnement. Et maintenant, 3-6, application. Donc, une pile, il est constituée d'une demi-pile de cuivre, électrode en cuivre, qui plonge dans une solution d'ions C et de plus. D'une demi-pile d'argent, électrode d'argent, et qui plonge dans une solution d'ions Ag+. Un pensalat de nitrate de potassium. Les concentrations en ions métalliques à l'état initial sont, donc, première demi-pile, c'est le couple C de plus
CU. Deuxième demi-pile, c'est AG plus sur AG. Et vous voyez dans cet exemple, les deux réducteurs sont des métaux, donc nous n'avons pas besoin d'utiliser une électrode, soit de platine, soit de carbone graphite. Le pensalat. Donc, là, la concentration néométallique et les concentrations néométalliques pour les deux. Donc, la concentration de C2 plus est égale à la concentration de Hg plus 0. C'est 0,1 mol litre moins 1. Les réactions qui peuvent avoir, notez bien que les réactions qui peuvent avoir, les réactions qui peuvent avoir deux AG, deux AG solide plus C de plus AQ nous donne 2 AG plus AQ plus C. Là, la constante d'équilibre K, Ka est égal à 4,7, 10 moins 16, évidemment à 25 degrés Celsius. L'autre, c'est 2 Ag plus Cu. Ça nous donne 2 Ag plus C2 plus AQ. Et K, c'est 2,1, 10 à la puissance 15. K2, 2,1, 10 à la puissance 15. Les valeurs données pour la constante d'équilibre, c'est relativement à 25 degrés Celsius. Donc la première question, c'est calculer la valeur de quotient de réaction à l'état initial pour chaque réaction. Premièrement, calcul de QR1 et QR2 à T égale à 0. Pour chaque, évidemment. Donc on commence par QR1. C'est la concentration des ions Hg+, au carré, sur la concentration de C2+ à l'état initial. Vous voyez que Cu et Hg sont des solides. Leur contribution dans le quotient de réaction, c'est 1. Donc, ça sera 0,1 au carré sur 0,1 et ça donne 0,1. Pour la deuxième, c'est QR2
ça sera la concentration de C2 plus 0 sur la concentration de Hg plus 0 au carré. C'est-à-dire, c'est 0,1 sur 0,1 au carré, ça donne 10. Donc là, la deuxième question. Déterminer laquelle des deux réactions est spontanée. Deuxièmement, laquelle des deux réactions est spontanée. Laquelle des deux réactions est spontanée. Donc, on va appliquer le critère d'évolution d'un système chimique. Donc, d'une façon générale, à un instant donné, et à partir d'un état donné de système chimique, tout système chimique évolue vers un état où le quotient de réaction va atteindre la valeur de K. D'accord? C'est-à-dire, on va faire un petit axe, on va simplifier celle-là. Donc, prévention de l'évolution. Donc, la prévention d'évolution repose sur le critère d'évolution. Sur le critère d'évolution. Pour la réaction 1, donc là, pour la réaction 1, K, c'était ici, K 1 est égal à 4,7 10 à la puissance moins 16, mais que R c'est 0,1. C'est-à-dire, dans ce cas-là, donc ce système-là, elle est hors équilibre, elle va évoluer de telle façon que, elle va évoluer spontanément, de telle façon que R1 atteint la valeur de K1. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les systèmes chimiques évoluent dans le sens indirect. Donc le système évolue dans le sens évolue spontanément. Donc le sens inverse. C'est-à-dire on doit inverser,
c'est-à-dire l'évolution, ça sera CU, ça sera CU plus 2 HG plus, et là, ça donne CU de plus C de plus AE plus 2AG. J'ai mis une seule flèche du fait que là, du fait que K, c'est K'1 qui est égal à 1 sur K1, qui est, en réalité, c'était celle qui a été donnée pour la deuxième réaction. D'accord? Est égal, c'est la même valeur, 2,1 10 à la puissance 2,1 10 à la puissance 15. Donc, c'est une réaction totale. Donc, une petite remarque, ce que nous venons de voir ici, c'est que, en appliquant le critère d'évolution d'un système chimique, lorsqu'on trouve que le système évolue dans le sens inverse, on est obligé de écrire l'équation inverse, c'est-à-dire la partie qui a été donnée comme produit va devenir réactif et les réactifs vont prendre la place des produits. Et nous devons prendre l'inverse de la constante d'équilibre. La nouvelle constante d'équilibre, ça sera l'inverse de celle qui a été donnée. Et à partir de la valeur de cette constante, nouvelle valeur de la constante d'équilibre, s'il est supérieur là, elle est très supérieure à 10 à la puissance 4, et de là, on dira que la transformation, elle est totale. Ce n'est pas la peine de chercher celle-là. On aura, puisque celle-là, elle est l'inverse de l'autre, la deuxième, on va, si vous voulez, on peut la mettre, ça sera là, c'est 10, mais 10 à la puissance 15, donc elle évolue dans le sens direct. D'accord? Donc, pour la deuxième, ici, j'ai mis réaction 1, maintenant réaction 2. Et là, elle est inférieure à K2. Donc, elle est inférieure à K2. Et par la suite, on va faire le même schéma. Là, au milieu, c'est K. 2,1 10 à la puissance 15. Et ici, c'est QR2. Et le système, il va évoluer dans le sens direct, qui est le sens 1. Ici, c'est le sens 2. Voilà, ici, c'est le sens 2. Sens 1, c'est-à-dire direct, dans le sens direct. Voilà la question. La dernière, c'est déterminer la polarité. Déterminer la polarité de la pile. C'est de prendre cette partie-là. Troisième question. Déterminer la polarité de la pile
déterminer la polarité de la pile. Donc on va utiliser cette équation de réaction, d'accord, d'après celle-là. Donc, on a Cu de plus de Cu plus 2 Ag plus nous donne Cu de plus de Ag. Nous avons dit tout à l'heure qu'à partir des réactions qui se produisent, nous pouvons définir la polarité de la pile. Là, à l'électrode en cuivre, quelle est la réaction qui se produit? C'est Cu. Elle va nous donner Cu de plus 2 électrons. Donc là, c'est une oxydation anodique. Et vous voyez, elle produit des électrons. Et par la suite, c'est le pôle négatif. Donc Cu, ça sera Cu. Et la cathode et constitue, c'est l'anode, oxydation anodique, c'est l'anode et constitue la borne négative, le pôle négatif. De même, pour Ag+, c'est pas la peine de justifier pour l'autre. Donc, par conséquent, l'électrode en cuivre et l'électrode en argent et la cathode et constitue le pôle positif. Voilà. La dernière question, c'est déterminer vers quelle de mes piles vont se diriger les cations K+, et les ions NO3-. La dernière question, déterminer vers quelle de mes piles vont se diriger les cations K+, et les anions NO3-. L'équation de réaction nous permet de répondre facilement. Donc, nous savons que K+ et NO3- assurent l'électroneutralité, c'est-à-dire de là, au cours de réaction, il y a production des ions Cu2+, donc la neutralité électrique dans le compartiment Cu2+, dans le demi-pile Cu2+, Cu est violée. Et par la suite, il y a trop d'ions de Cu2+ par rapport à SO4-. Et c'est pour cela, les ions NO3-
Ils vont se déplacer vers la demi-pile pour donner cet équilibre ou cette électroneutralité. Et les ions Ag+ diminuent, la concentration des ions Ag+ diminue. Et par la suite, elles doivent être remplacées par les ions K+. Je reprends. Je peux, à partir de l'équation, voilà la réponse qu'on doit écrire. D'après le bilan de la réaction qui se produit au cours de fonctionnement de la pile, on constate que la concentration des ions de plus, Ce2+, augmente avec le temps. Et par la suite, pour réaliser l'électroneutralité, les ions K, les ions NO3- migrent vers demi-pile Ce2+, Cu, où il y a le couple. Et par conséquent, dans l'autre demi-pile Ag+, à noter que là on mettra Ag+, là c'est la demi-pile. Il faut différencier entre le symbole de demi-pile et le symbole d'un couple redox. Vous avez le choix, soit d'utiliser le symbole de demi-pile, soit vous dites dans le compartiment où il y a le couple Ce2+, Cu. En résumé, on va dire que les ions K+ de Ponsala vont se diriger vers la demi-pile argent afin de compenser la disparition des ions Ag+. Et les ions NO3- du Ponsala vont se diriger vers la demi-pile cuivre afin de compenser l'apparition des ions Cu. Voilà, l'exercice est terminé.